être entrepreneur pour le bien commun, ou pour la régénération, ou pour le vivant, ça va forcément perturber le système. Autrement dit, si jamais, quand tu lances un projet, tu emmerdes personne, t'es pas en train de changer les lignes, de bouger les lignes. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a suivi parce que là, sur les 2 derniers projets, on a attaqué 3 fois l'État pour tordre le bras à l'État pour qu'il nous autorise à faire ce qu'on voulait faire, et on a gagné. Bienvenue dans Entrepreneurs du Vivant, le podcast où on explore comment créer des entreprises qui régénèrent la planète et les humains, et notamment par ceux qui le font. Tous les jours, on parle de vision, de valeurs, d'entrepreneuriat, mais aussi de doutes, de peurs, de contradictions qu'on traverse tous sur ce chemin. Et mon invité aujourd'hui, c'est Maxime de Rostelan. Maxime, c'est vraiment l'entrepreneur du vivant au sens le plus large. Il est ingénieur de formation, il a quitté la voie toute tracée pour devenir un des pionniers de l'agroécologie en France. Il a fondé Bluebees, la première plateforme de financement participatif dédiée à l'agriculture durable. Puis Ferme d'avenir, un mouvement qui a inspiré des milliers de jeunes à remettre les mains dans la terre. Il a aussi porté La Bascule, un lobby citoyen pour accélérer la transition écologique. Et plus récemment, SailCop, une coopérative qui réinvente le transport maritime à la voile. Mais derrière ce parcours d'écopreneur très riche et très impressionnant, il y a un homme complexe entre optimisme, lucidité, entre utopie, pragmatisme, entre colère et espoir. Dans cet épisode, on va parler vrai, pas de greenwashing, pas de slogan, on va parler des doutes, des remises en question, des difficultés aussi à entreprendre quand on veut changer véritablement le monde, et de ce chemin intérieur aussi qu'il faut traverser pour garder foi dans ses idéaux. Et cet épisode s'adresse à tous ceux qui veulent justement entreprendre autrement, à ceux qui rêvent peut-être de se lancer mais qui pensent manquer d'argent, manquer de légitimité, manquer de courage. Vous allez voir que Maxime en a eu beaucoup dans son parcours, à ceux qui ont déjà un projet mais se heurtent à leurs croyances limitantes, ou à ceux qui avancent déjà, mais parfois sentent qu'ils s'éloignent un peu de leur boussole intérieure parce que, entre écologie, entreprise, argent, il y a des équilibres à trouver. Et Maxime a une belle expérience à transmettre dans le domaine. Je vous souhaite un bon visionnage. Ciao. Salut Maxime. Salut Benjamin. Merci d'être parmi nous dans Entrepreneurs du Vivant, dans le podcast. Je suis très très heureux de te recevoir. Plaisir partagé. On a un parcours assez similaire sur certains points, notamment quand tu as travaillé sur Ferme d'avenir, on en parlait avant, autour de la permaculture, de l'agroécologie, mais tu as été beaucoup plus loin en termes de diversité, et c'est ce qui a motivé le fait de vouloir t'inviter. Tu as eu un parcours foisonnant. Et aujourd'hui, tu as aussi beaucoup d'influence dans le domaine de l'écologie. Tu es quand même militant assez écouté, on va dire. Et j'aimerais connaître ton parcours, le transmettre à l'audience, et puis voir un peu l'homme derrière le parcours aussi. Voilà. Avec plaisir. J'ai envie de te poser cette question qui est... t'es quelqu'un qui est issu d'un milieu urbain, et tu as choisi le militantisme écologique. Qu'est-ce qui a fait la bascule? Qu'est-ce qui a commencé à générer chez toi cette conscience et cette envie de militer? Je sais pas, je sais pas trop. Si j'avais une formule magique, clairement je la diffuserais pour que d'autres switchent. Mais je sais pas, c'est plutôt un faisceau de choses et d'expériences. J'ai pas mal lu quand j'étais ado, et notamment j'ai lu Théodore Monod, le chercheur d'absolu. Puis j'ai croisé la route de Pierre Rabhi quand je devais avoir 19-20 ans. Ça a été un vrai choc pour moi. Après, j'ai passé pas mal de temps à écouter Trio, le premier album de Trio. Je vous invite à réécouter chacune des chansons. Elles sont toutes porteuses de sens, et c'était assez avant-gardiste. Et puis après, plus globalement, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les humains, et voir les humains ou notre civilisation souffrir ou s'autodétruire, ça me paraît complètement fou. Et je pense qu'il y a cette volonté de sauver ce qui peut l'être, quoi. Et il y a un lien entre le social et l'écologie. C'est-à-dire que je me souviens avoir, quand j'étais jeune, dit à mon père, face à un gars qui dormait par terre sur un carton, je dis, mais oh là là, il va dormir dehors ce soir, on pourrait pas le mettre dans notre chambre d'amis, ou je sais pas, papa. Mon père, il me fait, bon, tu vas t'y faire. Et en fait, ça m'a choqué, ce truc, tu vas t'y faire. Et je me suis toujours dit, ben non, en fait, il faut s'indigner
des choses qui nous choquent, qui nous heurtent, et aussi bien sur l'écologie que sur le social, il y a beaucoup de choses qui sont totalement absurdes aujourd'hui. Ouais. Tu crois qu'il n'y a pas une part de sensibilité quand même assez... moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui s'indignent ou qui ont une espèce d'ultra-sensibilité. Tu es concerné par ça? Oh ouais, je pense que je suis très sensible. Ouais, je suis très sensible. Okay. Est-ce que tu peux nous parler de ta première initiative que tu as lancée suite à ces constats? Comment tu as voulu agir? En fait, je suis parti... j'ai fait une école d'ingénieur, j'étais à Toulouse. Puis je suis parti au Brésil pour finir mes études. Et au retour du Brésil, j'ai décidé de faire un tour du monde long, pour pouvoir prendre le temps. Et j'avais le choix soit de le faire avec Clowns sans frontières, je suis jongleur, soit de monter un projet. J'ai décidé de monter un projet autour de l'eau. Donc on a fait donc j'ai embarqué 2 potes dans l'aventure. On a travaillé un petit peu moins d'1 an pour préparer le projet, pour lever des sous, trouver des partenaires. Et on est parti 2 ans en camion pour écrire un bouquin sur les problèmes d'eau. Et on était suivis par une 50aine d'écoles en France. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Hein, c'était vraiment... On l'a fait sans GPS, un tour du monde, sans smartphone. C'était assez... c'était cool. Et donc ça, c'est vraiment le premier projet. Et en fait, en rentrant de ce voyage, j'étais convaincu d'une chose, c'est que l'éducation était absolument indispensable. La sensibilisation. Est-ce qu'il faut rendre les gens sensibles à ces choses-là? La sensibilisation, et j'ai décidé j'ai envoyé un mail à tous les gens que j'avais pu rencontrer pendant le voyage ou avant, et j'avais dit, est-ce que quelqu'un connaît un projet dans l'éducation, mais pas sur l'eau? Je veux pas me spécialiser, moi je suis pas un spécialiste, mais vraiment sur tous les enjeux de développement durable. Et mon mail a ricoché, et quelqu'un m'a écrit, et c'était Louis-Albert de Breuil, connu sous le nom de Prince Jardinier. Il a créé le Conservatoire de la tomate. Et il se trouve qu'il est en Touraine, avec 700 variétés de tomates. Et il se trouve qu'il est propriétaire de la maison d'Hérol, qui est une maison de sciences naturelles, et donc qui est connue pour les planches pédagogiques qu'il y avait dans les salles de classe pendant des générations, avec le corps humain, la carte de France, etc. Et il voulait remettre au goût du jour ce type de pédagogie par l'image, mais sur des enjeux de développement durable. Donc en gros, il m'a confié le projet, et j'ai fait une liste de 200 sujets qui me paraissaient importants. Et je suis allé chercher les experts qui allaient m'aider sur le contenu. Et donc, j'étais ravi de rencontrer Jean Covici, Jouzel, Pierre Rabhi ou d'autres à nouveau. J'imagine ont participé encore au développement de ta... Ouais, ah ouais, tout à fait. Ouais, ça a été quelque chose de très constructif, de très... enrichissant. Et donc je rencontrais ces gens-là qu'on payait, et qui m'aidaient sur le contenu de telle ou telle affiche. Puis ensuite on faisait valider par les ministères. Donc là je me suis pris pas mal de temps dans les couloirs des ministères à comprendre un peu comment fonctionnait l'administration. Et puis, il fallait faire, c'était même le premier chronologiquement, mais il fallait faire financer ça. Et donc là, j'allais voir les boîtes, les directeurs RSE. Donc j'ai pu à la fois rencontrer des experts, les pouvoirs publics et le monde privé. Donc ça m'a fait vraiment donner une vision assez globale et systémique de comment ça fonctionne. Tout ça sur plein de sujets, que ce soit la biodive, la construction, la rénovation des bâtiments ou que sais-je. Donc ça a été très enrichissant pendant 6-7 ans. Ouais. Là, tu es dans l'absorption complète de plein de, j'imagine, de plein de choses. Tu apprends énormément et tu crées aussi. Mais est-ce que tu fais déjà des premiers constats par rapport à tes valeurs, par rapport à... Alors j'étais au Grenelle en 2008 et le Grenelle, on était très contents parce qu'on s'était dit il a été acté qu'on allait diminuer l'usage des pesticides et même les diviser par 2 entre 2008 et 2015. Et malgré ce constat, malgré cet engagement, on a quand même augmenté de 30% quasiment l'usage des pesticides. Donc là, il y a un premier constat sur les promesses engagent que ceux qui y croient. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que l'éducation, la sensibilisation, c'est bien, mais c'est pas suffisant du tout. C'est nécessaire, merci à tous ceux qui le font. Mais en fait, moi, j'étais un peu loin de mon impact, et parce que tu plantes une graine dans un terreau, tu sais pas qui a ensemencé le terreau par ailleurs, tu sais pas qui va l'arroser, mais tu vas pas suivre le truc, donc tu sais pas quelle plante ça va donner. Et ça me posait pas mal de questions, d'autant que j'ai réalisé à ce moment-là que la seule bataille écolo qu'on ait jamais remportée de manière collective, c'est le trou dans la couche d'ozone. C'est au milieu des années 80. Et en fait, ça s'est pas fait par la sensibilisation. En fait, on savait le constat. Les scientifiques nous disaient, c'est les CFC, c'est les gaz qui défoncent la couche d'ozone.
Et donc, du coup, il faut les interdire. Et c'est le protocole de Montréal, on l'a interdit. Et c'est ce qu'on ne fait pas aujourd'hui avec le dérèglement climatique. On ne prend pas des mesures radicales qui permettraient, de manière collective, de répondre à la chose. Et attendre que les gens fassent des petits pas. Franchement, fumer tue, mais il y a toujours des fumeurs partout. Et voilà. Et donc ça, c'était vraiment un constat qui m'a fait basculer dans les autres projets. Parce que la chance que j'ai eue, c'est que Louis-Albert Debreuil m'a dit, tant que tu fais ton job et qu'on fait le nombre d'affiches qu'on doit faire, tu peux faire ce que tu veux à côté. Et donc j'ai bossé j'ai commencé à laisser libre cours à mon hyperactivité, et donc j'ai lancé Bluebees et puis Biomimicry. Mais voilà, c'est 2 projets qui ont pris du temps, surtout Bluebees. Alors, justement, Bluebees, ça m'intéresse d'en parler, de s'arrêter un petit peu sur ce projet. Là, on parle de générer de l'argent. De rassembler de l'argent pour des projets entrepreneuriaux. Toi, tu es parfaitement à l'aise avec cette logique entrepreneuriale liée au militantisme, liée à l'argent. Moi, je sais que dans notre audience, il y a pas mal de gens qui sont un peu dans le rapport à l'argent, dans le rapport à l'entrepreneuriat même, se donnent pas forcément des autorisations ou se disent « il y a des incompatibilités » ou des choses comme ça. La place de chaque chose, pour toi, c'est quoi? Ça se situe où? Alors la quête de pureté, elle est toujours périlleuse, parce que on trouvera toujours que les gens lancent la première pierre s'ils le sentent, mais que derrière ils puissent qu'on puisse aller voir dans leur frigo ce qu'ils consomment, et voilà. Mais bon, tout ça pour dire que là en fait Bluebees, c'était justement de reprendre le pouvoir sur les banques en fait. Et en fait Bluebees, ça a été très long. Pourquoi? Parce que donc, en 2008, quand je commence à vraiment réfléchir à ça avec Thomas, on se dit il y a les premières plateformes qui apparaissent, c'est Babylon et My Major Company. Donc c'est des plateformes dans lesquelles il faut payer pour prêter ou payer pour donner. En gros, tu donnes 100 €, la plateforme prend 2 et tu as 98 qui va au projet. Puis si jamais c'est du microcrédit comme Babylon, il te renvoie les 98. Toi, tu peux remettre les 98. La plateforme prend 2 et 96. Et puis au bout d'un moment, tu n'as plus d'argent. Et je me suis dit, mais c'est pas normal, parce qu'en fait, dans mon tour du monde, j'avais rencontré pas mal d'entrepreneurs dans les pays du Sud qui disaient, moi, je veux pas de la charité, je veux vraiment avoir accès à un prêt, un crédit, mais pas à des taux d'usure comme pratiquent les banques. Donc du coup, aide-moi à trouver de l'argent auprès de Français, de citoyens qui seraient prêts à croire en moi. Bon, il y a un risque, évidemment. Et donc, en fait, moi, je voulais vraiment craquer le système. Ça a pris 5 ans. Et je voulais qu'on change un peu le scope des plateformes de financement participatif, et qu'on puisse se mettre au même titre que les banques en tant que prêteur grâce à des citoyens. Donc, le premier avocat m'a pris 2000 balles et m'a dit « Non, mais désolé, ça marche pas ». Le deuxième m'a fait pareil. Le troisième... En fait, on en a épuisé 4. Ça a duré 5 ans. Et au bout de 5 ans, on a réussi avec Marc Lipskier, qui est un avocat super, à craquer le truc qui nous a amené à la Banque de France. Et on a réussi donc en 2012, donc de 2008 à 2012, on galère. Et en fait, le 9 novembre 2012, on sort de la Banque de France avec une lettre qui dit « Ok, on n'est pas le législateur, mais a priori, ce que vous allez faire, on peut l'accepter ». On avait fait des pirouettes sémantiques pour montrer que c'était pas du prêt, mais une contribution, que c'était pas des intérêts, mais une prime. Enfin bon, bref, on avait vraiment fait ce qu'il fallait pour... Et donc, ça a pris du temps. Et on a lancé Bluebees en 2012, après 5 ans de préparation, pour des projets en Afrique. Et là, c'est du BFR, soit tu finances du besoin en fonds de roulement, tu finances des projets qui sont assez carrés, ça veut dire qu'en gros, tu préfinances des récoltes, par exemple. Ce ne font pas les banques, d'ailleurs, financer les BFR. Ce ne font pas les banques. Ouais. Et là, on a réussi à lever des sous grâce à ça auprès de citoyens. Et avec l'avocat, d'ailleurs, on a rédigé un livre blanc sur l'encadrement réglementaire de notre activité, qu'on a remis à Fleur Pellerin en début 2013, et ça a donné la loi Hamon, puisque à la fin 2013, on libéralise, et donc toutes les plateformes, sous réserve de remplir telle condition, pouvaient faire du prêt rémunéré. Nous, on l'a fait en premier pendant 1 an, et on était un peu... pionnier, en tout cas, c'est nous qui prenions le risque, quoi. Ma femme, elle n'était pas hyper à l'aise, parce que c'est 375 000 € d'amende, 5 ans d'emprisonnement d'exercer une activité illégale de banquier. Mais on l'a fait. Et d'ailleurs, ça fait partie des mantras d'entrepreneurs. Je pense que si tu penses que... être entrepreneur pour le bien commun, ou pour la régénération, ou pour le vivant, ça va forcément perturber le système. Autrement dit, si jamais, quand tu lances un projet, tu emmerdes personne,
t'es pas en train de changer les lignes, de bouger les lignes. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a suivi parce que là, sur les 2 derniers projets, on a attaqué 3 fois l'État pour tordre le bras à l'État pour qu'il nous autorise à faire ce qu'on voulait faire, et on a gagné. C'est-à-dire qu'en gros, on fait vraiment bouger les lignes, et voilà. Après, faut avoir le temps, faut pas avoir peur, faut être bien entouré. Je vais m'arrêter là-dessus justement. Toi, t'as ce courage d'aller chercher ce combat. Ça vient de quelque chose. Enfin, tu vois, tout le monde n'a pas ce courage. Tout le monde n'a pas ce. Il y a beaucoup de peur. Il y a aussi beaucoup parfois de retenue. On s'autorise pas, etc. T'as un mot à dire là-dessus? Non, je sais pas. Ça me vient là, mais je suis passionné, j'ai le feu plutôt que et le courage. Je sais pas. En tout cas, dans le courage, il y a rage, et donc il y a le sous-titre ou le slogan de Extinction Rebellion, c'est amour et rage. Et voilà, moi j'aime la vie j'aime la vie très 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 fort, j'aime les gens beaucoup, et beaucoup de choses me donnent la rage, me donnent la rage d'essayer des choses. Et en tout cas, c'est toujours l'indignation, c'est de me dire il y a des trucs qui sont pas normaux. Et d'ailleurs, c'est un des autres mantras quand je monte un projet. Je veux être sûr, je n'y vais que si je suis sûr d'un truc, c'est que dans 30 ans, ce que je suis en train de monter existe toujours. Et en fait, ça, c'est vraiment un truc, c'est ok, ça n'existe pas, mais ça devrait exister. Ça devrait exister, donc du coup, autant commencer à le faire dès maintenant. Et on essuie les plâtres, c'est pas grave. Mais au moins, je sais ce que je fais, quoi. Okay. Mais on n'est pas beaucoup, effectivement, à réussir à vivre de l'écologie. Et j'en vis pas, j'en vis pas de manière incroyable, mais au moins, j'arrive à faire vivre la famille. Ouais. Alors, je vais te questionner là-dessus, mais avant, juste de manière basique, alors Bluebees, c'est quand même, on peut rappeler l'activité pour ceux qui connaissent pas. C'est une plateforme de financement participatif pour l'agroécologie. Et donc, on a financé, je sais même plus, mais donc moi, je suis sorti en 2018 de Bluebees et Ferme d'Avenir, parce qu'en fait, comme ça a pris 5 ans à monter Bluebees, dans l'intervalle, je me suis intéressé donc au biomimétisme, parce qu'avec les avocats, ça prenait du temps. Donc j'ai découvert le biomimétisme, et on a créé Biomimicry, donc une assoce autour du biomimétisme avec Kalina Raskin, Tariq Chakchak, c'était Philippe Desbrosses le président, c'était très rigolo, très sympa. Et le biomimétisme m'a amené à la permaculture. Et donc c'est là qu'en 2010 à peu près, je rencontre les gens du Bec et Loin, de la ferme du Bec et Loin, et je passe pas mal de temps là-bas. Il se trouve que ma sœur, alors elle, c'est encore plus intriguant la manière qu'elle a eue de sortir de notre vie urbaine, mais à 17 ans, Camille, elle a 2 ans de moins que moi, elle était au lycée, elle ne savait pas trop où elle allait, et après des mois de mutisme sans nous partager ses états d'âme, elle a fini par dire je sais, je vais être paysanne bio. Ça tombait de nulle part, on n'a pas d'héritage paysan, etc. Donc, on n'a pas de famille paysanne, donc elle est partie. Donc là, il se trouve qu'elle donnait des cours à la ferme du Bec et Loin, et j'ai passé du temps avec elle, avec les gens du Bec et Loin, à comprendre le modèle agricole, les limites, et j'ai décidé de faire un BPREA. Donc là, je me suis inscrit début 2012 en BPREA, et donc j'ai fait un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole en maraîchage bio pour lancer justement Ferme d'Avenir. Et donc j'ai lancé Bluebees, ça a fini par se télescoper, puisqu'en fait, ça a mis 5 ans, et au moment où j'étais au milieu de ma formation, j'avais le hockey pour lancer Bluebees, donc on l'a lancé avec Thomas, et là, Ferme d'Avenir se lance, je dois monter la première ferme en Touraine, donc on déménage avec ma femme et les enfants, et on s'installe en Touraine, et là, je lance la première ferme de Ferme d'Avenir. Ouais. T'as quand même pas mal de projets en même temps, à ce moment-là, est-ce que tu burnes pas, ou est-ce que t'es pas au bord un peu du burn, ou t'arrives à bien gérer la multiplicité des projets? Ouais. C'est dû à une bonne organisation ou... Je sais pas, c'est dû au fait que je suis très bien entouré sur chacun des projets. C'est-à-dire qu'en gros, moi, j'ai pas d'ego dans le sens où faut faire des trucs. S'il y a des, voilà, je suis pas un perfectionniste. Donc déjà, c'est quelque chose qui est assez plaisant, je pense, pour les gens avec qui je bosse. C'est que je les emmerde pas sur tu refais ce truc-là. Non, écoute, bon, je l'aurais pas fait comme ça. Mais je suggérerais ça, mais voilà, en tout cas c'est toi qui as le fin mot, donc si jamais ça te va, ça me va, allons-y. Donc il y a ça, donc c'est vraiment le fait d'être bien entouré, je pense. Et si tu avais des conseils à donner pour s'entourer correctement, toi, comment tu trouves les bons partenaires, comment tu...
C'est des rencontres ou il y a aussi une recherche? Je rencontre beaucoup de monde. Ouais. Donc du coup, à force de rencontrer beaucoup de monde, je sais pas si c'est un sens ou quoi, mais je vois les gens avec qui ça marcherait. Je me trompe parfois, hein. On se trompe. Hein. La ferme de la Bourdaissière, j'ai eu plusieurs fois des maraîchers, ça n'a pas fonctionné. Après, c'était un monde que je connaissais moins, mais après, on s'entend bien toujours, on a gardé contact et tout, mais ça marchait pas dans le boulot. Mais non, je pense qu'il faut, c'est le lâcher prise, quoi. Enfin, pour être en burn, c'est vraiment quand tu veux contrôler à fond. T'as le truc, ouais, tu veux tout contrôler. Bon, bah moi je lâche prise et puis le résultat ne m'appartient pas, quoi. Hein. On fait de notre mieux. Et effectivement, là, j'avais jusqu'à il y a quelques jours 5 missions en ce moment, dont Cellcop, Planteur, qui sont quand même des trucs à presque plus que mi-temps pour chacun d'entre eux. Donc ouais, mais je bosse pas mal. Et puis voilà, après, il y a des gens qui... je sais pas, quand je vois des gens qui font du sport, qui font 2 heures de sport par jour, je me dis, je fais pas ça, mais... voilà, donc on me dit, tu bosses beaucoup. Ouais, mais moi, j'ai pas l'impression de bosser quand je suis sur ces sujets-là. Je comprends ça, moi aussi. J'ai vraiment... Ouais. Ok, top. Donc là, le côté ferme d'avenir, c'est quelque chose d'assez intéressant aussi. Dans ton parcours, vous avez quand même aidé beaucoup de gens aussi sur cette voie-là, fait beaucoup d'événements aussi. On a fait pas mal de lobbying aussi, ouais. Ouais. Et aujourd'hui, moi j'ai la sensation quand même que justement chez les maraîchers, etc., l'entrepreneuriat pourrait être un peu plus développé, l'état d'esprit entrepreneurial. Est-ce que toi tu considères qu'il y a un agriculteur, un paysan, c'est un entrepreneur? Il y avait Sarko qui avait sorti ça, que les agriculteurs sont des entrepreneurs, et ça m'avait fait dresser le poil un petit peu. Les agriculteurs, c'est des gens de passion, je pense, ou alors des gens qui n'ont pas choisi parce qu'ils sont juste les héritiers de leurs parents ou quoi, et ils reprennent la ferme. Mais moi, les gens que je rencontre sont des gens de passion. Ma sœur est maraîchère, hein. Mais elle fait aussi du pain, elle fait aussi du fromage. Elle vit avec peu d'argent. C'est aussi ça le truc. Après, souvent on dit ouais, mais les modèles agroécologiques c'est pas rentable, les petites fermes c'est pas rentable. Les grandes fermes ça ne l'est pas non plus. Hein. Sans la PAC, donc sans la politique agricole commune et ses 10 milliards par an, globalement 60% des fermes elles sont en résultat négatif. Donc, et malgré cette aide-là, les agriculteurs ils vivent avec 350 balles par mois pour un tiers d'entre eux. Donc voilà, cette notion de rentabilité me questionne et on y reviendra juste après. Mais est-ce que c'est un entrepreneur? En tout cas, dans le sens où c'est quelqu'un qui décide d'où il va, oui. Dans le sens où c'est quelqu'un qui joue avec les chiffres et les sous et les subs, etc. Non, je pense pas. Enfin, de fait, il y en a qui sont forcés de le faire. Hein. Mais voilà, en tout cas, c'est un vrai... On a eu Jean-Martin Fortier dans le podcast qui a amené cette rationalité, aussi ce pragmatisme et ce côté rentable sur une surface limitée. Ce que vous avez cherché aussi. Ouais, ce qu'on a cherché. Et ça reste quand même important. Ouais, non mais j'aime Jean-Martin, c'est un très bon ami, on se voit régulièrement. Je te stoppe juste 2 secondes dans ta vidéo pour te parler de quelque chose qui est important. Je m'appelle Benjamin Broustet, j'ai créé plusieurs entreprises régénératrices de la planète et des humains ces 15 dernières années. Je suis notamment le fondateur d'Ecopreneur, de Permaculture Design, d'une entreprise dans la gestion de l'eau et de l'éco-construction. Et si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu cherches du sens dans ton quotidien en lançant pourquoi pas une entreprise à impact pour la planète et les humains. Peut-être que tu n'as pas encore d'idée, peut-être que tu ignores par où commencer, ou alors tu l'as peut-être déjà lancé cette entreprise mais elle peine à devenir rentable ou à passer au niveau supérieur. Donc si tu es dans ce cas-là, je t'invite à t'inscrire à mon prochain webinaire dans lequel tu vas apprendre comment l'écopreneuriat peut créer un style de vie avec plus de sens, d'autonomie, de liberté, les clés pour trouver une niche utile, alignée à tes valeurs et rémunératrices, les 4 étapes indispensables pour bâtir un business durable et générer un revenu stable. Tu cliques juste en dessous dans la description pour t'inscrire. Allez, je te laisse continuer la vidéo. À plus tard. Quand il vient en France. Et on l'a branché, je l'ai branché avec Jean-François et Tom Rial pour la ferme du Perche. Et donc, ils sont connus il y a quelques années. Ils développent ça en France. Et c'est bien, c'est évidemment bien. Mais en fait, il y a tellement de maraîchers ou de permaculteurs qui font ça par passion, par conviction, et qui veulent pas chercher à être les meilleurs, etc. Ils veulent pas performer, ils veulent juste bien vivre. Et ma sœur, par exemple, en fait partie. Et donc, du coup, je trouve ça
réducteur ou segmentant de dire c'est des entrepreneurs, ça voudrait dire que ceux qui ne le sont pas, en fait, sont pas des bons agriculteurs. Je pense qu'il y a un peu de tout dans les agriculteurs. Et moi, je vois, je sais pas quels sont les plus heureux, mais en tout cas, j'ai vu des agriculteurs très heureux qui vivaient avec 500 balles par mois et qui se mettaient pas la rate au courbouillon, quoi. Ah, clairement. Et donc voilà. C'est un juste équilibre. Ouais, juste équilibre. On continue dans ton parcours. Aujourd'hui, il y a d'autres projets, c'est le COP. Attends, tu vas vite. Ah pardon, il y en a d'autres. Non, mais donc Bluebees, à un moment, Bluebees et Ferme d'Avenir, c'était les scopes. Ferme d'Avenir, je reste que vraiment 2 saisons, moi, dans la ferme, parce que très vite, je réalise que, pour le coup, moi, je suis un peu entrepreneur, je réalise qu'il y a une distorsion de concurrence et une différence de traitement entre les agriculteurs qu'on dit conventionnels, et les gens qui font de l'agroécologie. Et cette différence de traitement, elle m'insupporte. Enfin, ça me rendait fou. Et très vite, c'est juste les agriculteurs conventionnels ne sont pas tenus pour comptables des externalités négatives qu'ils provoquent. Les algues vertes, les problèmes de santé, le chômage induit, etc. Parce qu'en fait, l'agriculture chimique et industrielle détruit de l'emploi. Les problèmes d'eau, etc. Et donc, ils ne sont pas tenus pour comptables de ça, alors que les agroécolos, les gens qui font de l'agroécologie, prennent à leur compte le surcoût des bonnes pratiques qu'ils font et qui, en plus, font économiser des sous à la société. Et ça m'a rendu fou. Et on a objectivé ça dans un plaidoyer. Donc là, j'ai eu plusieurs personnes qui ont été des mentors dans ma vie et qui m'ont aidé à trouver le chemin. Et Hélène Le Thénault en fait partie. Hélène Le Thénault faisait partie du comité scientifique de Ferme d'Avenir. C'est une femme brillante et elle m'a dit, mais Max, vas-y, posons tous ces chiffres-là et trouvons des sous pour évaluer les externalités des agricultures. Et on a fait ça, on a rédigé un plaidoyer qui fait 150 pages et qui montre qu'en fait, il n'y a aucune raison de continuer l'agriculture industrielle et chimique, elle a que des désavantages. Et en fait, ce 150 pages, comment tu le traduis pour le faire lire à des gens? Et notamment, il se trouve qu'en 2017, donc février 2017, pendant la campagne présidentielle, le président en devenir s'invite sur ma ferme et décide de venir parce qu'il avait entendu parler de Ferme d'Avenir et de tout ce qu'on faisait en termes de lobbying. Et là, il fallait trouver une formule claire, quoi, pour résumer ces 150 pages. Et ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est en fait, le monde va mal parce qu'on compte mal. On compte pas ce qui compte vraiment. En fait, on fait compter que l'argent. Et forcément, à ce tarif-là, vous connaissez l'histoire de la marée noire. La marée noire, ça fait du PIB, ça fait de la croissance. Et donc, une marée noire, c'est bien avec les lunettes qu'on a aujourd'hui. Et il faut changer de lunettes et il faut donc s'intéresser à la comptabilité en triple capital. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a poussé et qui m'a vraiment incité à partir en lobbying. Et donc, du coup, j'ai passé pas mal de temps. Donc, Macron vient sur la ferme, je remets le plaidoyer. Et je dis, il faudrait faire des états généraux de l'alimentation. Donc, du coup, ce qui se lance dans la foulée. Comment tu vis la conversation avec lui à ce moment-là? Il est entouré de 17 000 journalistes parce que c'était le poulain, enfin, c'était celui qui allait gagner. Donc c'était un peu. Non, mais en fait, je l'avais déjà croisé plusieurs fois, puisqu'en fait, je participais à l'hypothèse Hulot. Donc, quelques mois avant, on se réunissait dès début 2016. Pendant quelques mois, on a étudié l'hypothèse d'une candidature à la présidentielle de Hulot. Et donc, il se trouve que Macron, qui était ministre de l'économie, nos réunions, elles se faisaient sur une péniche face à l'Assemblée. Et Macron, il venait de Bercy et il arrimait son bateau derrière et donc il s'invitait. Il savait très bien ce qui se passait là et il s'invitait. Donc je connaissais un petit peu le personnage. Là, il me dit ce que je fais, ce que je dis, je le fais. Bon, je le crois moyennement. Il me propose de participer à son aventure. Ce que je décline. Je lui explique que je pense pas qu'un mec qui était millionnaire à 25 ans ou qui prend plus le métro depuis 10 ans puisse être connecté avec les Français. Donc, il l'a pris, comme il l'a pris, il m'a répondu. Mais quand il a été élu et que Hulot est devenu ministre de l'écologie, ils m'ont demandé de travailler avec eux sur les états généraux de l'alimentation et notamment sur les liens entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Écologie. C'est-à-dire comment est-ce qu'on essaye de parler un langage commun et avoir un peu une vision, sinon commune, au moins partagée.
Et donc, du coup, j'ai bossé pendant plusieurs mois là-dessus en essayant de faire passer des amendements et notamment un sur la rémunération des services écosystémiques rendus par les agriculteurs. Et cet amendement est passé donc en octobre ou novembre 2018. Et donc, je suis content, je sable le champagne. Hein. On n'est pas en train de faire le grand soir, hein. On est en train de demander au gouvernement de remettre un rapport sur les modalités d'évaluation des services écosystémiques, donc sur la santé, sur l'eau, rendus par les agriculteurs, et d'imaginer des modèles de rémunération qu'on pourrait y adosser. On n'est pas du tout en train de faire le grand soir, mais on met un pied dans la porte. Et cet amendement est retoqué 3 semaines plus tard par le Conseil constitutionnel, et en fait c'est là que je décide de quitter Ferme d'Avenir et Bluebees, que j'avais entre-temps cédé au groupe SOS, qui a créé une branche sur la transition écologique. Et donc, on était les premières structures de cette branche-là. Et donc, je savais que c'était pérennisé. Moi, c'est un peu ça ce que je fais quand je monte souvent des projets. Enfin, tous les projets que je monte, j'ai monté, je crois, 10 structures. Il y en a 9 qui existent encore. Et en fait, à chaque fois, je monte la structure, je l'amène jusqu'à l'adolescence. Et moi, je m'épargne la crise d'ado, quoi. C'est là que tu penses que tu as le plus de talent sur la création. Je sais pas si c'est du talent. En tout cas, c'est là que je m'éclatte le plus. C'est là que ça a marché. Et je suis sûr d'un truc, c'est que je suis très mauvais gestionnaire. C'est-à-dire qu'en gros, si jamais je devais, moi... là, Bluebees, Ferme d'Avenir existe toujours. Si ça avait été moi à la direction, je suis pas sûr que ça aurait été le cas. Mais ça, pareil, c'est un truc, j'ai pas d'ego là-dessus. Il y a des gens qui sont bons pour lancer des choses. Il y en a qui sont bons pour rendre les choses carrées. Moi, je suis pas très carré, quoi. Avec ton retour sur ce qui s'est passé là pendant cette période, entre parenthèses, thématique politique, c'est quoi ton regard aujourd'hui avec le temps qui passe ? Il y a quand même des années qui sont passées depuis sur l'écologie, la politique. Bon, j'ai envie de dire ce que tout le monde disait. Quand sur les réseaux, je disais, tiens, je veux voir de Normandie, tiens, j'attaque l'État en justice, tiens, il y a toujours des gens qui disent, ouais, mais attends, mais t'as confiance en ça, mais ça sert à rien, il faut rien attendre d'eux, etc. Je souscris. C'est-à-dire que, là, le mec, pour pas le nommer, là, le Béarnais, le mec du Béarn qui est passé quelques mois là à Matignon, il était commissaire au plan pendant je sais pas combien de temps, il était censé avoir réfléchi sur le truc depuis des années, et le mec avait aucun plan, et le seul truc qu'il a fait, c'est assurer qu'il y ait deux liaisons Paris-Pau en avion, enfin hors Pau chaque jour. Enfin, je veux dire, ils sont déconnectos du truc, et voilà, hein, ils me font de la peine, quoi. Tu penses qu'on peut encore attendre des choses ? Mais alors, soit on veut réformer, soit on veut faire la révolution. Moi, je suis plutôt de la deuxième école, quoi. Alors, la révolution non violente, hein, mais il faut quand même faire tomber le système. Et changer notre boussole. Changer de boussole. Et pour moi, changer de boussole, il faut compter ce qui compte bien, il faut garder un cap qui soit un cap qui prenne en compte l'humain, enfin, qui comptabilise ce qu'il y a d'humain et de naturel. Est-ce que les entrepreneurs et les entreprises ont une place dans ce genre de révolution ? Je sais pas, oui, bien sûr. Moi, je suis entrepreneur et je monte des entreprises. Après, comme je l'ai dit, une entreprise dont la mission est de répondre à un besoin existentiel, elle a toute sa place. Une entreprise qui ne répond pas à un besoin existentiel, alors qu'on sait que beaucoup ne sont pas aujourd'hui satisfaits partout dans le monde. Je ne sais pas ce qu'elle fait, cette entreprise. Elle est là, et si elle survit, c'est qu'elle fait de l'argent. Et globalement, j'ai pas trouvé, à part Too Good To Go, il y a quelques pas petites, mais Too Good To Go est pas petit, mais quelques entreprises qui arrivent à trouver une brèche où plus tu fais de chiffre d'affaires, plus tu fais du bien. Mais il y en a très peu, et souvent, il y a, même quand tu le fais plein de bonnes intentions, hein, on sait que l'enfer en est pavé, souvent il y a des effets rebonds. Et donc du coup, moi, j'arrive à une conclusion qui est un peu nulle, parce qu'elle est... Elle semble un peu arrêtée et numérique, quoi. Mais j'ai l'impression qu'une boîte qui fait plus de 2-3% de croissance par an, enfin 2-3% qui peut servir plus de 2-3% à ses actionnaires, on va dire, elle détruit le capital naturel, le capital humain. Et j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé de contre-exemple, en fait. En gros, c'est toujours plus rentable de faire sale. Bien sûr. Et tant que la clé d'arbitrage, c'est la rentabilité, en fait, on choisira toujours les plus sales. Et donc moi, j'ai ce petit
regard un peu distant par rapport aux entrepreneurs qui ont fait fortune. Je dis, ouais, mais t'as fait fortune dans quoi? Parce qu'ils souvent, ils sont gentils maintenant, ils donnent un peu d'argent. Alors, pas tous, hein, d'ailleurs, il y en a plein qui sont contre eux. Mais moi qui monte essentiellement des assos et qui vais chercher de l'argent auprès d'entrepreneurs, c'est cool qu'ils redonnent un peu d'argent. Il y a un côté repentir un peu. Ouais. Mais ouais, les gens qui... oui, voilà. On va pas... Ouais. La continuité de ton parcours, Ferme d'avenir. Donc Ferme d'avenir, je décide quand l'amendement est retoqué, donc en décembre 2018, je décide de jeter l'éponge. Je dis en fait, on a prouvé que l'agriculture écologique était désirable, productive, on savait la financer, on voit qu'elle fait du bien et donc on saurait la financer si jamais on rééquilibrait l'argent public dans le bon sens. On a réussi à trouver une manière de le faire, ces fameux services écosystémiques. On a convaincu les députés votent, et malgré ça, les institutions bloquent. Et donc, le problème, c'est nos institutions. Et là, en décembre 2018, je décide de lancer un mouvement de lobbying citoyen qu'on baptise La Bascule. Et là, on part, et là, je me mets 1 an au service de ce projet, sans être payé. Et l'objectif est de voir comment fonctionne la gouvernance partagée et comment est-ce que des jeunes brillants, puisqu'en fait c'est tous des jeunes qui sortent de grandes écoles, qui sortent d'ailleurs même du cycle de leurs études, qui ont décidé pour certains de ne pas aller au bout de leur diplôme, de leur cursus. Comment est-ce qu'on fait? Donc là, La Bascule, c'est une super aventure. Je trouve un lieu désaffecté, enfin une polyclinique désaffectée à Pontivy en Bretagne pour les loger. On se retrouve à 200 là-bas et on vit une vraie aventure d'1 an avec beaucoup de challenges, beaucoup de défis et voilà. Et ça n'a pas été tout simple tous les jours, puisqu'en fait, moi, mon but, ma vraie compétence, en fait, c'est d'organiser des gros stuff. Depuis que je suis jeune, ma vraie compétence, c'est de faire ça depuis que j'ai 15 ans et je le fais pas trop mal. Et j'avais décidé de faire En fait, moi, un des grands moments dans ma vie, c'est le Larzac en 2003, où José Bové en appelle aux citoyens pour pas se retrouver tout seul devant le juge, après le démantèlement du McDo de Millau. Et ce moment était hyper puissant. On était 300 000 sur le plateau à crier qu'un autre monde était nécessaire et possible. Et en fait, je voulais remettre ça un petit peu au goût du jour et le refaire pour poser les bases d'une constituante, pour réécrire les règles du vivre ensemble. Et donc, on avait baptisé ça l'an 0, et donc on avait bien avancé sur la programmation. On avait des super artistes qui venaient, on avait des super penseurs politiques qui étaient chauds. Et en fait, je me suis pris en pleine face l'ultra-gauche de Tarnac, et donc du coup, avec des articles à charge dans les médias d'extrême gauche, où je pense qu'on partage 80%. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais te poser comme question. T'as pas l'impression que ton propre camp... c'est la quête de pureté, quoi. Et puis les moralisateurs ont les mains blanches, mais ils n'ont pas forcément de main. Ça fait longtemps qu'ils font plus rien. Ils sont là sur leur plateau. Et en plus, sur leur plateau, non. Ils ont dit, vous ne débarquez pas sur notre plateau, vous vous invitez chez nous, alors que les mecs, ils sont là depuis 10 ans et qu'il y a des familles qui existent là depuis longtemps. Bref, ça a été un peu compliqué. J'ai été aidé par les RG, les RT, les renseignements territoriaux, pour sortir de cette spirale où j'étais très menacé. Et on a dû annuler l'an 0. Et voilà, donc La Bascule, ça a été un an assez fou. Et à la fin, les 200 jeunes me font un cadeau sous forme de conseil. Ils disent, écoute Max, ce qu'on a vécu là, c'est irréversible, et ce qui rend irréversible notre engagement, c'est le fait d'avoir vécu tous ensemble dans un même lieu et de se mettre au service d'une cause d'intérêt général. Mais le lieu était important. Et donc j'ai pris du temps et je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais créer comme type de lieu? Il faut des lieux qui aient un modèle économique, parce qu'en fait, si tu crées un lieu et que ta mission, c'est de faire la révolution, le jour où il faut refaire la toiture, tu vas devoir aller bosser chez Lidl, je sais pas, tu vas devoir faire des boulots alimentaires pour voilà. Et encore, je sais pas si toi, t'arrives à repayer une toiture avec un salaire de caissier, mais tout ça pour dire que, je disais, il faut faire des lieux, mais qui aient vraiment une utilité et même un modèle. Et en fait, je cherchais, puisque je m'étais donc pris des gens... et tu sais, pendant Ferme d'avenir, j'étais radical, j'étais la bête noire de pas la bête noire, ils ont d'autres bêtes noires, mais en tout cas, la FNSEA aime bien
casser du sucre sur moi. Les permaculteurs intégristes, entre guillemets, disent « Ouais, mais attends, toi, tu bosses avec Casino, avec Carrefour, etc. T'es un sale mec, nanana. » Donc, je suis bien ni par l'un ni par l'autre. Et donc, je suis vraiment le... Tu te dis pas là que t'as pas de... tu te dis... finalement, tu te dis où est ma place ou tu te poses ce genre de questions ou... Non, mais en fait, non, parce qu'en fait, là, les gens qui m'en... Alors, la FNSEA, je sais les différences qu'on a et être leur ennemi, j'ai pas de problème. C'est plutôt même une gratification qui me considère comme telle. Sur les autres qui critiquent le fait que je bosse avec Carrefour, ils connaissent pas les gens avec qui je bosse, ils savent pas le deal. Si jamais eux ne disaient pas mais tu bosses avec Carrefour, en fait personne ne le saurait parce que dans le deal, je suis pas là pour acheter une bonne image à Carrefour. Je bosse avec des gens sur du long terme. Et en fait, c'est des gens incroyables qui sont des gens. Enfin, les gens avec qui je parle sont des infiltrés dans le système. Des humains. Et des humains, et en plus des humains qui veulent changer le système de l'intérieur. Est-ce que j'y crois ? Moi, non, sinon je le ferais. Mais je pense qu'ils sont des bons complices dans le système pour le faire. Et donc voilà, et les gens qui me critiquent comme ça, je fais « Ok, mais tu fais quoi ?» Et puis un jour, tu vas finir par reprendre un boulot alimentaire parce qu'en fait, tous tes idéaux, en fait, qui sont... soit tu sauras pas offrir à tes enfants ce que tu aimerais comme minimum, parce qu'en fait, Et je dis ça, et en même temps, ma sœur, j'ai 4 sœurs, la dernière, elle est vraiment hyper engagée, elle bosse pas, elle habite en yourte, elle se déplace que à vélo ou en stop, elle veut pas d'argent, et elle fait un peu nu et culottée à l'infini, et voilà, donc il y en a qui le font, mais elle est pas sur les réseaux, elle sait même pas, elle aurait jamais pu prendre le temps de critiquer un gars qui fait pas le même truc que... Donc, moi, les gens qui sont là et qui passent leur énergie à critiquer les autres, je fais vas-y, mais mets en place ta stratégie, un peu comme les gars de Tarnac. Je dis, vous dites que ça doit être l'anarchie, mais allez-y, faites péter le système, parce que là, si votre seule stratégie c'est d'emmerder nous qui sommes en train d'essayer voilà, en fait, moi mes potes qui, pendant ce temps-là, les gars qui bossent chez Total, ils sont tranquillou bilou, allez les emmerder, remontez Anonymous, allez hacker des trucs, parce que là vous faites rien, et donc du coup ça m'intéresse moyennement. Donc tout ça pour dire que à la fin de la bascule, je cherche un truc consensuel. Et donc j'ai à la fois ce besoin de créer des lieux et à la fois le besoin de trouver un sujet qui soit vraiment consensuel. Et en cherchant, j'ai compris que l'arbre était peut-être le totem de réconciliation dont on a besoin. L'arbre qui est à l'origine de plein de choses, et notamment des écosystèmes vivants et de la vie du sol. Et alors attention, pas l'arbre planté en ligne sur du sable en monoculture dans les Landes, hein, mais l'arbre, au moins en agroforesterie, je pense qu'il y a un vrai consensus. Et l'agroforesterie met d'accord les écolos et les chasseurs. Les agronomes et les économistes, les urbains, les citadins et les ruraux, les consommateurs, les paysans. Enfin, c'est vraiment l'agroforesterie et les haies sont... Et d'ailleurs, le mec qui a quand même été à l'origine de l'arrachage des haies dans les années 60, Pisani, qui était ministre de l'Agriculture, sur son lit de mort, a fait un mea culpa absolument incroyable, où il a dit « C'est la pire connerie de toute ma vie, j'espère qu'on réussira à réparer ce que j'ai fait. » Et donc, même lui... a dit ça. Donc là, j'ai décidé de creuser cette idée d'agroforesterie et j'ai pris un peu les rapports scientifiques et j'ai regardé, et il faut planter 25 000 km par an, enfin, il faudrait recouvrer 750 000 km d'ici 2050. Donc en 30 ans, ça veut dire planter 25 000 par an. Il ne reste plus que 25 ans maintenant même. Mais donc ça veut dire 30 000 par an. On n'en plante que 2005, donc il faudrait faire x10 tout en arrêtant d'arracher les haies ou en entretenant les haies. Alors il y a 20 000 km qui disparaissent par an, ça ne veut pas dire qu'on les arrache, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas entretenues et qu'elles finissent par disparaître ou on les sort des quotas, mais en tout cas, voilà, il faut entretenir les haies existantes et pour ça, là pour le coup, il n'y a qu'une seule recette, il faut donner un modèle économique à ça. Et quand on dit donner un modèle économique, c'est politique, Il suffirait de dire, en fait, l'énergie, le bois énergie, en fait, il est subventionné comme l'aviation est subventionnée parce qu'on ne paye pas le kérosène. Enfin, il y a plein de manières, du point de vue politique, de donner une réalité économique à des projets qui, à l'heure actuelle, n'en ont pas. Et donc l'agroforesterie est quelque chose d'absolument incroyable et il faudrait faire x10. Et donc pour faire x10, je me suis dit, en fait, il faut réfléchir en filière. Et la première brique de la filière, c'est déjà les plants. Il faudrait disposer en France de suffisamment de plants pour planter. Donc je le refais, mais s'il faut 30 000 km par an, c'est 30 millions d'arbres par an. Ah, c'est énorme. Donc c'est énorme. Alors d'aucuns diront, et d'ailleurs Francis Allais,
grand ami m'a dit, mais Max, faut pas planter des arbres, plante des piquets. Sur les piquets, entre 2 piquets, tu mets un fil de fer. Les oiseaux, ils vont venir, ils vont faire leurs besoins dessus et ça va pousser en haie. Oui, c'est vrai. C'est un peu compliqué de faire financer ça. Faut que ça soit pas touché, quoi. Faut que ça reste. Ouais, et puis voilà, faire financer ça. Déjà, planter un arbre, c'est assez concret. T'as du mal à trouver des sous. Alors si tu dis non, mais c'est pour que les oiseaux viennent chier, etc., ça va un peu compliqué. Donc du coup, il y a plein de manières, c'est une régénération naturelle assistée. Mais donc voilà, et donc là, l'idée a été de dire, créons des pépinières sur des territoires. On a décidé de les mettre dans des tiers-lieux. Donc là, on en a 3, une dans Lyon, une dans l'Oise et une en Gironde, dans des tiers-lieux super, qui ont d'ailleurs par ailleurs une activité agricole, soit forestière, soit maraîchère. Et on a donc un pépiniériste dans chaque pépinière et des coordinatrices territoriales qui travaillent avec les acteurs pour envoyer les plants et accélérer le rythme de plantation de haies. Ça a été long à mettre en place. Pareil, tordu le bras un peu de Macron et de Normandie à l'époque, qui ont fini par financer l'amorce du projet. Et donc depuis, je suis avec des partenaires privés, on est une association. Et comme ça a mis beaucoup de temps, pareil, hein, c'est un peu comme Bluebees et Ferme d'Avenir, comme ça a mis beaucoup de temps, en parallèle, j'ai réfléchi à un autre projet qui est, alors moi je prends plus l'avion depuis 15 ans et je suis très fier de ça et je trouve que c'est important de l'assumer. Et en fait, je me suis dit, au lieu de juste dire aux gens arrête de prendre l'avion, propose-leur une alternative. Et donc, on a créé Sailcoop dans cet objectif de créer partout où c'est possible une alternative décarbonée par la voile au transport maritime de passagers. Donc on a commencé par la Corse. Là maintenant on a ouvert, on a ensuite conçu. Alors sur la Corse on est sur des bateaux de propriétaires dont on optimise l'usage. Hein. On leur prend toute l'année. Eux ils ont le droit 3 semaines par an. Ils nous disent les semaines où ils les veulent et puis. Ah bien, voilà, un système très intéressant. Ouais. Et donc eux ça leur coûte plus rien le bateau. Mm-hmm. Et nous on l'a le reste du temps, on l'entretient, etc. Et donc, c'est des bateaux de 50 pieds. Donc, il y a 8 passagers et 2 skippers. Et on fait un départ par jour. On a, un départ par jour, ouais, aujourd'hui. Ouais. Alors, pendant la haute saison, jusqu'à, en tout cas, juin, juillet, août, septembre, un départ par jour. Et là, ça rejoint ce que nous disions en off précédemment, c'est-à-dire que là, tu prends le temps, quoi. Tu prends le temps de voyager, tu prends le temps de... Ce qu'il faut quand même quelques heures, j'imagine. Ouais, mais c'est pas beaucoup plus long que le ferry, finalement. Ah ouais? Okay. Bah non, le ferry, tu vas mettre 7 heures, nous on met 15 heures. Enfin, tu vois, c'est... Ah ouais, finalement, non. Tu passes la nuit, au lieu d'arriver à 4 heures, à 5 heures du mat, tu arrives à 8 heures. Ouais. T'as vu quelques dauphins? Alors, 80% des gens ont vu des dauphins ou des baleines. Hein, donc, alors que dans les ferries, c'est pas le cas. Donc, c'est autre chose, c'est une autre aventure. Et d'ailleurs, j'ai fait un tour du monde donc en camion, parce que justement, pour moi, le voyage, c'est le trajet, quoi. C'est le chemin, quoi. Et là... D'ailleurs, j'étais rentré à la voile de ce grand voyage et j'avais mis 32 jours à traverser l'Atlantique et ça a été un moment assez fort humainement, quoi. Et donc Sailcoop, on a lancé sur la Corse avec ses bateaux de propriétaires. Ensuite, on s'est dit, pour les courtes distances, il n'y a pas de bateau qui existe et qui soit vraiment adapté, donc construisons-le. Donc, on a fait une levée de fonds. Il y a 3000 sociétaires maintenant chez Sailcoop. On a fait une levée de fonds. On a levé suffisamment de sous pour financer la conception d'un bateau très vélique, donc léger, très bien toilé, et qui, avec très peu de vent, navigue au vent. Ça, c'est vraiment important. Et donc, on a fait construire ce bateau par un cabinet d'architectes navals qui fait des bateaux de course, hein, les ultimes, etc. Et on l'a fait construire et on a ouvert une première ligne Concarneau-les-Glénans l'année dernière. L'année dernière, on a juste fait, donc on est arrivé fin juillet, mais on a juste fait août. Cette année, on a fait toute la saison. On a transporté 18 000 passagers cette année. Wow. Donc la ligne en elle-même est rentable. Elle paye pas tout des fonctions support, mais elle est rentable en tout cas sur ses charges directes. Et on a commandé un deuxième bateau qui va être livré en février pour ouvrir une deuxième ligne courte distance. Et là, maintenant, on ouvre les longues distances. Et les longues distances, on le fait avec un partenaire, puisqu'en fait, il y a des voiliers cargo. Ouais, là, il faut une autre typologie de bateau, là. C'est des longs bateaux ils ont 10 ans d'avance sur nous, le fret de marchandises. Et donc, ces bateaux-là, en l'occurrence, c'est le Neoliner Origin, qui il fait 136 mètres de long. C'est un Ro-Ro, donc c'est-à-dire que on rentre les containers par l'arrière.
Ouais. Et ce bateau dispose de 6 cabines doubles pour des passagers. Et nous, on vend les cabines doubles. Et donc là, c'est Saint-Nazaire-Baltimore, avec une halte à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et on a vendu déjà plus de 150 billets à venir. Et là, ça commence vraiment à monter exponentiellement le nombre de billets qu'on vend. Ouais, génial. Donc il y a un vrai marché et pourquoi pas, l'idée c'est demain d'inventer des bateaux pour la moyenne et la longue distance, des bateaux réellement pour les passagers. Donc là c'est ce sur quoi je travaille aujourd'hui, parce que pareil, Selcop, donc à 4 ans, on a recruté un directeur général opérationnel, Cédric, qui est super et qui m'a libéré moi 75% de la bande passante de trucs que je faisais mal d'ailleurs. Je n'étais pas bon là-dedans et ça me saoulait. Et voilà, donc là il le fait très bien et donc là on peut continuer à développer. Et là on est en train de concevoir ce qu'on a appelé le Transmed. Donc là, c'est pour aller de Saint-Raphaël à Calvi et d'embarquer 80 passagers pour seulement 4 membres d'équipage. Et tu vois le ratio, c'est-à-dire que là, les bateaux de propriétaires, on a 2 skippers pour 8 passagers. L'intensité en RH, elle est vraiment très forte et donc le business model est quand même assez plombé par ces charges-là. Et là, si on passe à 4 membres d'équipage pour 80 passagers, on devient largement rentable. Donc, on est en train de travailler à la conception de ce bateau. On a monté un consortium avec le même cabinet d'architectes navals, avec le même chantier. Et là, on est en train de bouger les lignes parce que les affaires maritimes ne connaissent pas ce type de bateau. Ils rentrent dans aucune catégorie. Donc, on est en train de voir comment est-ce que... Et ils nous aident, d'ailleurs, parce on le fait en bonne intelligence avec l'administration et c'est super. Et l'idée est de créer un précédent et pourquoi pas de faire d'autres bateaux comme ça pour la Grèce, le Brésil, etc. Donc ça, c'est le Transmed. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le liner transatlantique. Et là, ce sera vraiment un voilier paquebot qui emmènera 100 à 200 personnes, on ne sait pas trop, il faut qu'on dimensionne. Excellent. Il y aura une fois aux États-Unis, une fois au Brésil, une fois au Cap, une fois ailleurs. Et là, on est en train de... Voilà, ça c'est... Là, on a 2 ans et demi, 3 ans pour le Transmed, et dans 2 ans et demi, on se lance sur le liner transat. À l'instar de l'agroécologie, où on voit qu'on pourrait nourrir la planète avec des pratiques agricoles différentes, là, tu crois que le transport peut être complètement révolutionné, j'imagine ? Je pense, après on remplacera pas, enfin il faut pas se mentir, hein, les cargos, les porte-containers, c'est 1000 voiliers cargo, hein, donc c'est non, je pense qu'il faut en tout cas prendre une place plus importante. Non, mais je pense même pour l'agroécologie, je pense qu'il faut accepter de changer nos modes de vie. Arrêter de manger des animaux. Enfin, genre, juste sur les animaux, c'est 63% de la surface agricole utile, c'est 43% de l'eau potable. Tu vois, quand on dit qu'on a des sécheresses et que la mesure que Béchu prend, c'est d'interdire la vente de piscines hors sol en Pyrénées-Orientales pendant 3 semaines, tu vois, mec, t'as rien compris. Ou que on a des campagnes de pub, attention, éteignez le robinet quand vous brossez les dents. Enfin, moi, j'ai vu ça à Aix, je fais, mais c'est pas possible. 43% de l'eau potable, c'est de la viande. Donc, un steak, c'est... en fait, c'est 2500 litres d'eau par kilo. Donc, un steak, ça va être 400 ou 500 litres d'eau. Bah, c'est 6 baignoires. Donc, les fringues, les fringues, tout est concerné. Ouais. Oui, mais vraiment, en fait, il y a vraiment 2 sujets. Hein. À titre individuel, l'avion et les animaux, c'est plié. Et ça... C'est donc ce que toi, t'as mis en place dans ta vie depuis de nombreuses années. Depuis 15 ans, ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il faut, si on veut changer les habitudes, il faut proposer des trucs désirables. Et là, dire à un gars, bah écoute, tu vas pas prendre le ferry, ni l'avion, tu vas plutôt embarquer sur un voilier, tu vas voir des dauphins, et puis tu vas entendre le bruit de l'eau sur la coque, ce que tu n'as jamais fait. Clairement. C'est désirable. C'est super kiffant. Donc voilà, mais on ne pourra pas emmener... il faut qu'il y ait moins de tourisme, il faut que les gens... ou du tourisme plus long. Pour moi, c'est vraiment le conseil que je donne aux gens, c'est... tu vas pas faire la Thaïlande en 2 semaines. Elle s'est faite sans toi déjà, la Thaïlande, et 2 semaines, tu as juste vu le Starbucks. Et voilà, donc du coup, ça sert à rien de partir même pour un week-end à Istanbul. Enfin, je veux dire, ça t'apporte pas grand-chose. Prends le temps, une fois tous les 5 ans, tu te prends 6 mois, tu te prends 1 an. Les patrons ont le droit de faire ça. Tu as le droit d'avoir des mises à disposition, des congés sans solde. Fais-le une fois tous les 5 ans. Et dans ce cas-là, là, tu vas vraiment voyager. Et là, prends la route, prends un camping-car et pars, quoi. Et voilà. Et ça, c'est ce que je peux recommander aux gens. Et si en plus, ils arrivent à se donner un objectif dans leur voyage, c'est-à-dire que moi, quand je voulais faire un tour du monde, mais
je t'ai dit, soit je le faisais en tant que jongleur, soit je le faisais sur une problématique environnementale. Et en fait, pourquoi est-ce que je voulais donner un sens à mon voyage? C'est que j'avais trop vu au Brésil avant ou ailleurs des backpackers dont le truc c'est ouais, super, ouais, il y a quoi à voir là, c'est super, et cette auberge elle est top, et ce restaurant il est top. Je veux dire, c'est d'une vacuité, enfin c'est creux quoi. Et surtout, tu sais pas parler aux gens. Alors que là, nous, en arrivant, soit t'es jongleur, soit t'arrives et tu dis quel est votre rapport à l'eau. Enfin, tu peux la poser différemment la question. Là, je l'ai faite un petit peu. Mais voilà, comment vous vivez le manque d'eau chez vous, toi t'es agriculteur, vas-y raconte-moi comment tu irrigues, etc. Et donc là t'as un truc où vraiment tu rencontres des gens et tu rencontres des cultures, parce que c'est pas dans les auberges de jeunesse et dans les lobbies des hôtels que tu fais un pays, quoi. Ouais. Donc changer son mode de vie, c'est pas forcément renoncer à prendre du plaisir. Non, c'est pas renoncer à prendre du plaisir, ouais. Mais il faut renoncer à certains trucs, c'est sûr, évidemment. C'est effort versus confort, quoi. Il y a un effort à faire et tu perds un peu en confort. Mais comme disait un ami, le confort, c'était trop fort. Et donc, du coup, je pouvais pas. Bah ouais, mais en fait, si, il faut réussir. Et ça, je pense que ça demande aussi de laisser un petit peu son ego de côté. Ça... Moi, je me suis toujours dit, putain, les mecs qui disent, ouais, mais je dois absolument aller à New York, là, mais t'as quoi vraiment d'indispensable à aller faire à New York? Ouais, non, mais c'est hyper important. Genre, t'as l'impression que le monde s'arrêterait de tourner si jamais le mec va pas à New York. Le jour où le confinement s'est mis et que les avions, ils ont pas décollé, j'ose même pas imaginer le nombre de gens qui étaient à l'aéroport. Ouais, je dois absolument partir. Bah, mec, non, tu vas pas partir. Et tu vas voir, le monde, il va continuer de tourner. Sans ça. On s'en est aperçu. Ouais. Et voilà, et je pense que il y a un moment où il faut retomber un petit peu. C'est une question d'humilité, je pense, par rapport à... Et de responsabilité aussi, mais on peut l'aborder par l'angle qu'on veut. Super inspirant comme conversation. Ton pourquoi super fort nous montre qu'il y a, ça peut ouvrir plein de portes, plein de possibilités à partir du moment où on met des actions derrière. Est-ce que tu as envie de laisser, de dire peut-être une dernière chose à l'audience ou on est OK là-dessus? Non, mais on est OK. Non, mais après, moi, c'est juste même pas peur. C'est juste, faut pas... Enfin, moi, j'ai beaucoup plus peur du monde... Tiens, excuse-moi, je me permets. Le cadre supérieur, 50 ans, 40 ans, qui a masterisé quelque chose dans sa vie, qui a assuré de la sécurité autour de sa famille, qui a un certain confort, etc., qui se sent par exemple piégé dans une situation où il sent bien que c'est pas une vie épanouissante pour lui, qu'il aimerait bien faire quelque chose pour l'environnement, etc. Comment il trouve? Parfois, moi je m'aperçois que parfois c'est quand tu as un enfant qui arrive dans ta vie, tu as une conscience écologique qui se développe parce que tu te dis attends, quel monde je vais laisser à mes enfants. Je sais pas. Ouais, Mais je sais pas, après c'est pas toujours... Enfin, le non-agir se tient, se défend. Si t'as fait des sous, je fais des conférences auprès de chefs d'entreprise, ils ont une belle maison, une maison secondaire, leur Porsche Cayenne, etc. Mec, arrête-toi. Enfin, je veux dire, si vraiment le truc le mieux que tu puisses faire, c'est d'arrêter de l'entropie, quoi. L'entropie avec un E, arrêter d'exciter le système. Après, si tu as suffisamment d'argent pour en redonner, mets-toi un plan pour te délester de ton sur trop d'argent dans les 10 ans qui viennent. Mais en fait, l'histoire on est quand même comme des zombies persuadés qu'il faut absolument travailler pour, je sais pas quoi, mais en fait, pourquoi? Si ton activité, elle répond à aucun besoin et que même elle est toxique parce qu'elle fait venir des trucs de l'autre bout du monde, qu'elle font des produits non essentiels qui finissent en déchets, qui créent de la dépendance, et qu'en plus, toi, de l'argent que tu tires, tu fais de la merde parce que tu achètes une Porsche Cayenne et que tu vas faire un week-end dans chaque capitale d'Europe le week-end, en fait, non. Vaut mieux que tu travailles pas et vaut mieux que tu n'aies pas cette vie-là. Et en gros, moi, à un moment où tu te dis, mais est-ce qu'on n'a pas... Notre société, on n'est pas suffisamment intelligent pour s'épargner les tâches reloues, et donc, à ce titre, pour libérer un peu de temps, et donc moins bosser. Moi, je Paresse pour tous, qui est un bouquin que j'invite tes auditeurs à lire, de Adrienne Klemt,
c'est un surnom, c'est un pseudo. C'est génial, c'est libérer un peu ce temps et voir les choses différemment. Et donc, du coup, quelqu'un qui a 50 ans et qui fait une vraie prise de conscience, bah, pour de vrai, mets-toi au vert, passe du temps avec tes enfants, avec tes aînés, avec tes parents, fais des trucs de tes mains et franchement, tu seras pas plus raillé que si tu continues à faire de la merde dans ton métier, à te mettre en costard tous les matins pour aller bosser dans un truc qui sert à rien, quoi. Donc, je sais pas. Toi, comment tu... Mais juste pour revenir sur le mec pas peur, c'était le truc que j'aimerais... Moi, j'ai plus peur de ne rien faire, de pas tenter, que de tenter. En fait, il y a plus à perdre à rien essayer. Et encore une fois, le résultat m'appartient pas. C'est-à-dire que mon bien-être, ma sérénité ne dépend pas du fait que j'arrive ou pas à mes fins. Mais en tout cas, même pas peur, faut sauter, quoi. C'est un peu l'histoire de la chute libre, quoi. Il y a un moment où là, t'as pas le choix, là, la porte elle est ouverte, il y a quelqu'un dans ton dos qui dit hey, mec, et là tu sautes et puis tu profites, quoi. Top. Parfait, on se laisse là-dessus. Un grand merci. Merci à toi. J'espère que cette conversation aura inspiré, j'imagine, beaucoup de gens. Et puis continue ton action, te suis. Peut-être on peut te retrouver sur certains médias ou certains... Ouais, j'ai quitté Twitter il y a bien longtemps. Instagram, je l'ai désinstallé de mon tel, donc je fais plus grand-chose dessus. Facebook, je crois que l'algorithme il est un petit peu pété. Je suis plus que sur LinkedIn, ouais. Okay. Mais voilà. Mais sinon, venez me voir. Venez voir les gens à Concarneau. Venez en Corse. De toute façon, on mettra tous les liens de tes initiatives sous la vidéo. Et merci encore. Merci, Maja. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entrepreneurs du Vivant. Si tu dois retenir peut-être une chose de cette conversation avec Maxime, c'est sûrement celle-ci. Il y a plus à perdre à ne rien tenter qu'à essayer. Maxime nous rappelle un point essentiel ici, régénérer le monde ne se fait pas avec des opinions partagées en conversation, des postures, etc. Ça se fait avec des projets concrets qui déplacent les lignes, parfois face aux normes, face à l'État même parfois, et face aussi peut-être de temps en temps avec son propre camp. Si cet épisode t'a parlé, je te propose 2 choses. Choisis une vraie action, pas quelque chose de symbolique. Pose un acte concret cette semaine. Soutenir, rejoindre, planter, embarquer, financer, construire quelque chose, peu importe la forme en fait, tant que c'est réel. Et tu trouveras tous les liens vers les projets de Maxime en description. Tu trouveras aussi notre bibliothèque de ressources avec par exemple les 165 niches pour t'aider à trouver une idée pour te lancer. C'est un gros travail qu'on a fait. Tu trouveras aussi énormément de ressources exclusives pour t'aider dans ton projet d'entreprise régénératrice. Puis si tu veux aider Entrepreneurs du Vivant, je te propose de t'abonner, de mettre 5 étoiles si tu nous écoutes depuis une plateforme, partager aussi cet épisode à une personne qui pourrait en avoir besoin, serait une bonne idée. Et puis je vais te quitter avec une phrase, au fond, il y a ceux qui commentent le monde tous les jours autour de la machine à café, du dîner, du canapé, et puis il y a ceux qui le font, peut-être de manière imparfaite, mais qui avancent. À très vite pour un nouvel épisode. Ciao.